Les paroles sont glaçantes, hein. Moi, à chaque fois que j'écoute cette chanson, je suis encore frissonnante de colère. C'est Orelsan qui chantait ça en 2009, qui a été attaqué par des collectifs de féministes. Il y a des personnalités politiques aussi qui ont dû se mobiliser pour qu'il arrête de chanter ces chansons-là dans les festivals. Mais il a juste été interdit de commercialiser cette chanson, mais il n'y a pas eu plus de verbalisation. Et il a recontinué, il a refait une chanson aussi qui est ignoble, c'est Suce ma bite pour la Saint-Valentin, qui est absolument ignoble, quoi. Donc c'est vraiment étonnant qu'il puisse encore continuer son projet artistique. Voilà, pour entrer directement dans le thème, vous pouvez à nouveau sortir vos téléphones. On va faire quelques vignettes cliniques et ces vignettes vont nous permettre d'aborder des notions au niveau de la violence conjugale. Donc on va y aller progressivement grâce à des cas cliniques. J'en ai préparé 4. On verra si on a le temps de faire les 4. On verra doucement. Donc parmi ces images, choisissez-en 3 qui pour vous illustreraient la notion de violence conjugale. Oui. Oui, on vous rappelle le code PIN 25 42 40. Bon, il y en a qui ont probablement déjà vécu les situations D ou F, mais c'était pour vous... On regarde. Ah voilà les votes. Voilà. Moi j'avais coché aussi la A, la C et la E, donc on est d'accord. Il y a un continuum entre conflit conjugal et violence conjugale, mais quand même, dans le conflit conjugal, bon, bien sûr on peut avoir des différends, mais il reste quand même si la communication est difficile, il reste quand même une négociation possible. L'affirmation du pouvoir, elle est bilatérale. Alors, il n'y a pas de zone blanche et de zone noire. Enfin, il y a des zones grises, mais il y a quand même des zones très noires dans la violence conjugale. Là, il n'y a pas de négociation possible. L'organisation du pouvoir, elle est asymétrique. Il y a vraiment un ascendant de l'un sur l'autre. Le pouvoir est décidé donc verticalement et il est très rigide. Dans ces situations-là, il n'y a pas de médiation possible. Si on devait dresser un portrait robot des auteurs, on sait que ça touche tous les milieux, mais quand même on peut avoir des petits warnings, des choses qui peuvent nous laisser vigilants. C'est quand la personne a une pathologie psychiatrique, quand elle a une addiction, quand elle a des antécédents de violence elle-même subis ou des antécédents de violence commises et des difficultés de verbalisation. Donc ça va être plutôt des personnalités qui sont assez rigides, impulsives, avec une tendance facile à la colère et qui sont habituées à ces fonctionnements très verticaux avec un sens du devoir et un sens de l'obligation assez forte. On le retrouve pas mal dans des métiers de la sécurité, donc militaires, les gendarmes, les policiers. Il y a un petit peu plus, et c'est connu, c'est publié, il y a un petit peu plus de violence conjugale. Les formes de violence, on sait qu'elles peuvent prendre beaucoup de formes. Quand on regarde les motifs de plainte en 2024 dans les commissariats, la quantité n'a pas changé entre 2023 et 2024. Mais alors sûrement aussi, les motifs de plainte, ils peuvent être multiples, mais on est obligé d'en garder un. Et donc, essentiellement, à 64%, ça sera plutôt des violences physiques, donc des coups, des strangulations, des brûlures, des cheveux arrachés. Ça peut être des violences psychologiques, donc des menaces, un isolement, des insultes, une humiliation. Ça peut être des violences sexuelles, donc une pression pour les rapports, des viols. Et puis ça peut être des violences économiques, donc là ça serait plutôt une restriction de l'accès aux ressources ou une interdiction de travailler. Quelques chiffres, c'est une femme tous les 3 jours qui meurt sous les coups de son mari, donc un féminicide, de son mari ou ex-conjoint. Par comparaison,
les décès en péripartum, c'est-à-dire liés à la grossesse et à 1 an en postpartum, c'est 90 par an. Donc on fait quand même pas mal de prévention pour l'hémorragie de la délivrance, pour l'arrêt cardio-respiratoire en salle d'accouchement. Pour les suicides du postpartum, on a encore du travail, mais pour les féminicides, il y a aussi du travail pour les violences. C'est 272 000 femmes qui portent plainte tous les ans, mais on a l'impression qu'en fait, il n'y en aurait qu'1 sur 6 qui irait jusqu'à porter plainte. Donc les chiffres seraient sûrement sous-estimés. À 84%, les victimes sont des femmes, et à 85%, les victimes sont des hommes. Les auteurs sont des hommes. Pour essayer de vous convaincre que les soignants peuvent prendre leur place dans le dépistage et dans le fait d'amener les femmes à consulter et à se mobiliser vers des associations, il y a une étude intéressante qui s'appelle AVIC-MG. Donc on interroge les femmes qui sont déjà prises en charge dans des associations et on leur demande qui vous a amené jusque-là, qui vous a adressé. Eh bien, c'est beaucoup plus des travailleurs sociaux ou la police ou la gendarmerie ou l'entourage. Alors, j'ai pas de pointeur, mais si vous regardez bien, les médecins généralistes, c'est 8% des femmes dans ces centres qui ont été adressées par leur médecin généraliste. Et les gynécologues et les sages-femmes, on est très bas. On est à 1%. On est autant que l'école. Or, quand on interroge ces femmes, elles ont, pour 94%, été dans l'année précédente voir un médecin. Pour des pathologies, ça peut être aussi pour les enfants, mais il y avait quand même des signes qui auraient pu être évocateurs, une fatigue, des manques d'énergie, des insomnies, des angoisses. Et puis il y en avait qui étaient là aussi pour des renouvellements de pilules, pour des problèmes gynécologie obstétricaux ou quoi. Donc voilà, ça aurait pu être quand même des signes d'alerte. Alors, on y va pour les cas cliniques, et puis on abordera un peu les notions à voir. Donc, vous êtes un dimanche matin, vous prenez la garde, les transmissions sont faites, vous avez fini le café, et on vous appelle pour Sophia, qui a 20 ans, qui a 19 semaines d'aménorrhée, et elle vient aux urgences pour voir si tout va bien sur le bébé, et puis elle a aussi besoin d'un certificat. Vous la prenez à part, vous l'interrogez, et elle vous raconte un peu son histoire. Sophia, à 14 ans, elle a été placée dans un foyer de l'ASE parce qu'il y avait des attouchements de la part de son beau-père. Et elle était accompagnée jusqu'à 19 ans. Et puis, à 19 ans, finalement, elle s'est retrouvée à la rue. Et à la rue, elle a rencontré ce compagnon-là. Ça lui faisait une famille nouvelle, c'était quand même plus chaleureux. Et donc, elle est venue habiter avec lui. Mais assez vite, elle se rend compte qu'il est quand même très colérique, qu'il tape dans les portes, il tape dans les murs, et puis elle se prend aussi des coups. Et puis il devient de plus en plus jaloux. Finalement, quand il part de chez lui, il ferme la porte derrière lui, et donc elle ne peut plus sortir. Si, elle peut sortir pour les suivis, parce que donc là maintenant elle est enceinte, et elle vous montre que pour son suivi de grossesse, elle est allée voir une sage-femme, et elle vous montre le relevé téléphonique des jours où elle est allée voir sa sage-femme, et là, il l'appelle toutes les minutes. Elle vous montre une vidéo, parce qu'elle a réussi à le prendre en vidéo à un moment, il est d'une violence extrême. Vous comprenez qu'il prend des toxiques, voilà, et qu'il a déjà eu affaire à la gendarmerie, parce qu'il avait été pris dans une altercation, il avait sorti un couteau. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Donc le bébé va bien, elle a une petite ecchymose sur la joue. Alors, on y va pour les questions. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous adressez la patiente en unité de médecine judiciaire ? Je ne vous ai pas dit, c'est le policier. Donc le gars est en garde à vue parce que hier, elle lui a dit qu'elle le quittait. Et donc il y a eu des coups dans la rue et c'est un passant qui a appelé la police et qui a pu la protéger. Donc le gars est en garde à vue et le policier a dit à la femme, eh bien, il faut que vous alliez chercher un certificat à l'hôpital. Donc il est en garde à vue. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous faites vous-même le certificat ? Ou est-ce que vous vous dites, là, c'est au-delà de mes compétences, donc je l'emmène en unité de médecine judiciaire ? Ou est-ce que au moins je l'adresse aux urgences générales, ils s'y connaissent mieux quand même dans les certificats de coups et blessures, sachant qu'elle est enceinte, elle n'aura pas tellement de radio.
OK. Alors, les 3 premières options sont possibles. Vous pouvez très bien faire le certificat vous-même, rien ne vous empêche de faire un certificat. Vous pouvez, si vous vous sentez moins compétent, l'adresser aux urgences générales ou en unité de médecine judiciaire. Il y aura quand même la vitalité du fœtus qu'il faudra un moment quand même certifier. Pour la rédaction des certificats, les règles, on les connaît un petit peu, mais c'est vrai que c'est intéressant de se les rappeler. Il faudra bien mettre son nom et son identifiant, il faudra bien dater, il faudra bien nommer l'identité de la victime, et puis il faudra bien séparer en 3 parties le récit de la victime de ce qui s'est passé, les plaintes, donc de quoi elle se plaint corporellement, et puis en 3e partie, votre examen médical de ce que vous constatez. Et la grande question, c'est, à la fin, normalement, un certificat, c'est mieux pour la justice de pouvoir chiffrer le nombre d'ITT. Donc, c'est les jours d'incapacité totale de travail. Et ça, quand j'avais préparé le topo avec l'avocat, il m'avait dit, le nombre d'ITT, c'est-à-dire, on ne sait jamais, ça dépend complètement des médecins, il n'y a pas de règle, ça peut être énorme ou pas, c'est vraiment au petit bonheur la chance. Donc c'est un peu décevant de se dire qu'on ne sait pas tellement chiffrer les ITT. ITT, c'est vraiment qu'on ne peut pas, donc c'est pas selon le travail, il y a des travaux où on peut aller travailler ou pas, selon les métiers, c'est vraiment qu'on est très limité dans ses activités du quotidien, pour sa toilette, pour manger, donc il faut quand même être déjà un petit peu bien blessé pour avoir un grand nombre d'ITT. Donc c'est souvent un peu décevant le nombre d'ITT parce qu'on n'a souvent pas beaucoup de jours à mettre, sachant que si on met un ITT de moins de 8 jours, ça va être jugé au tribunal de police, et un ITT de plus de 8 jours, là, c'est au tribunal correctionnel. Voilà. Donc, l'ordre des médecins qui dit que c'est vraiment, il faut qu'il y ait une gêne réelle. Alors, on pense, pour cette patiente-là, avant de la laisser partir, on imagine qu'on lui a remis un certificat. Il faut bien sûr penser à... Est-ce qu'elle a bien un suivi de grossesse? Donc on voit ça avec elle. On pense dans ces situations aux sages-femmes de PMI. La PMI, là, elle fête ses 80 ans. Et la PMI, elle a été créée juste après la guerre pour soutenir les femmes avec des difficultés. Et c'est vraiment un accompagnement qui est personnalisé et qui est très intéressant dans ces situations-là. On peut proposer à la patiente de faire le lien avec sa sage-femme et sa gynécologue. Et puis, quand même, penser peut-être à en parler de cette situation le lendemain à l'assistante sociale ou peut-être au référent violence conjugale si vous aviez ça dans votre hôpital. Alors, vous recroisez la sage-femme qui suit cette patiente, vous la recroisez 10 jours plus tard, et elle vous raconte un petit peu la suite. Et elle vous dit que, oui, c'est bon, le compagnon était jugé en référé, et qu'en fait, il avait une pathologie psychiatrique qui était connue. Donc il est ressorti avec une obligation de soins. Et coup de chance, ils ont trouvé un psychiatre qui rapidement l'a traité. Et la patiente est vraiment contente, ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, elle regrette sa plainte, elle ne veut plus tellement vous voir parce qu'elle trouve que vous avez été un petit peu loin dans votre interrogatoire et que vous l'avez un peu poussé dans le certificat médical. Elle ne veut plus vous voir. Et elle retourne vivre avec lui. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait, là, dans cette situation, faire un signalement au procureur ? Eh bien, j'ai mis oui aussi. Alors, on pourra voir ce que ça se discute, mais là, je pense qu'on avait quand même une notion de danger et d'emprise. Alors, on revient juste sur le secret médical. Le secret médical, historiquement, donc, ça vient du serment d'Hippocrate, où était noté « Dans toutes les maisons où je dois entrer, je tairai tout ce que je verrai ou entendrai concernant la vie des gens ». Et puis le secret médical, il est à nouveau reporté dans le code pénal en 1810, sous Napoléon, pour renforcer la confiance entre le médecin et le malade. Il est bien reporté aussi dans le code de déontologie médicale en 1947. Et il est encore renforcé en 2002
C'est une loi qui élargit le secret médical à tous les soignants, donc plus uniquement les médecins, mais aussi tous les paramédicaux et tous ceux qui sont dans le système de soins. Et dans la transmission des informations entre soignants, il limite les informations au strict minimum pour assurer un bon suivi médical du patient. Mais on n'est pas censé transmettre toutes les informations qu'on sait sur le patient, toutes les choses privées. En 2020, donc en fait c'est en 2019, sous l'impulsion de Marlène Schiappa, il y a eu un Grenelle des violences conjugales et on réfléchit toutes les dispositions qui pourraient améliorer le parcours des patientes qui sont victimes de violences. Et les médecins rentrent et les soignants rentrent bien sûr dans ce parcours-là. Et donc en 2020, la loi permet la levée du secret médical en cas de suspicion de violence conjugale, mais sous certaines conditions. Alors ces deux conditions, c'est donc le médecin peut porter à la connaissance du procureur de la République une information sur les violences conjugales lorsqu'il estime que les violences mettent la vie de la victime en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger parce qu'elle est sous emprise. Et il y a une petite phrase qu'il ne faut pas oublier, le médecin ou professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure et en cas d'impossibilité d'obtenir cet accord, il doit l'informer du signalement fait au procureur de la République. Alors, il y a deux notions, c'est danger et emprise. On va déjà voir danger. Il y a un vadémécum qui est sur le site de l'Ordre des médecins qui est très intéressant, qui est bien fait. Et donc, le danger, pour l'évaluer, on peut poser la question un petit peu et évaluer la situation. Est-ce qu'il y a une augmentation de la fréquence des violences ? Est-ce que la victime a fait part d'un projet de séparation ? Est-ce qu'elle a peur de mourir ? Est-ce qu'il y a des enfants dans le coup, et notamment des enfants de moins de 2 ans ? Est-ce qu'elle a été incitée au suicide ? Est-ce qu'elle est empêchée de sortir de chez elle ? Est-ce que l'auteur prend de l'alcool ou des drogues ou des médicaments ? Est-ce qu'il a des antécédents psychiatriques ? Est-ce qu'il y a déjà eu intervention de la gendarmerie ? Est-ce qu'il a des antécédents judiciaires ? Est-ce qu'elle a eu des menaces de mort ? Et est-ce qu'il y a une arme à feu à domicile ? Donc pour notre patiente, il y avait quand même pas mal de croix qu'on pouvait cocher. Voilà. Un autre moyen d'évaluer le danger et la violence, c'est cet outil qui s'appelle le violentomètre que vous pouvez avoir sur votre table de consultation. Et c'est intéressant de le faire avec la patiente, de lui poser les questions, ce qui permet qu'elle-même se rende compte si elle est plutôt dans le vert ou plutôt dans le jaune ou dans l'orange ou dans le rouge. Et parfois, ça lui permet de signifier quand même dans quel degré de violence elle est. On change de cas. Et donc, c'est Zeynep. Zeynep, elle a 31 ans. Elle a déjà 2 enfants de 5 ans et 7 ans. Et elle vient avec son mari à votre consultation pour chirurgie vulvaire. C'est vrai, depuis le 2e accouchement, elle a l'impression que c'est un petit peu moins serré par en bas. Et donc, elle aimerait bien resserrer un petit peu. Alors là, il faut que vous trouviez une possibilité de faire sortir le mari. C'est quelque chose qu'on peut conseiller dans tous les cas, pour toutes les consultations, qu'il y ait un temps où vous soyez seul avec la patiente. Donc là, vous avez soit l'échographie qui vous permet de vous déplacer et de mettre le mari à part, ou juste pour l'examen clinique, où on peut tout à fait demander au mari de sortir pour l'examen clinique. Et là, le mari est sorti, et donc elle vous raconte un petit peu plus son histoire. Et donc elle est arrivée dans l'adolescence depuis la Turquie. Sa famille est restée en Turquie, et elle a rencontré ce monsieur qui est auto-entrepreneur. Il travaille dans les BTP. Elle n'a pas de métier, mais elle est quand même très occupée parce qu'elle fait de l'administration de son entreprise. Donc c'est pas déclaré, mais quand même, elle fait tout ce qui est administratif pour lui. Alors lui, il a quand même des grands besoins. Il a vraiment besoin des besoins sexuels très forts. Il aimerait bien que ce soit 2 fois, 3 fois par jour. Il rentre pour le déjeuner. Et voilà, il faut qu'elle passe à la casserole. Il consomme du porno. Il aimerait bien qu'elle consomme aussi avec lui. Il l'incite un petit peu, mais elle, ça ne l'intéresse pas tellement. Il trouve qu'avec elle, c'est bien, mais bon, parfois, elle n'est pas très expressive. Et donc, il va voir aussi des prostituées. Il ne serait pas contre qu'elle aussi aille voir des prostituées. Hein, si elle veut, il n'y a pas de problème.
Quand il rentre le soir, il n'aide pas trop. Il n'a pas très envie de participer à la vie familiale. Les enfants, il faut qu'ils soient quand même bien calmes. Et le week-end, il fait des jeux vidéo parce qu'il a besoin de calme autour de lui. Alors, à part François et d'autres chirurgiens qui aiment bien tout opérer, est-ce que vous allez vous précipiter pour opérer cette patiente? Probablement pas. Donc, est-ce que c'est une situation que vous devez signaler au procureur? Est-ce que vous essayez de l'aiguiller vers une association de victimes? Ou est-ce que vous attendez un petit peu et vous essayez de la revoir dans un délai assez rapproché? Oui, alors j'ai mis la même chose. Pour moi, effectivement, il n'y a pas de notion de danger immédiat. Donc là, il n'y a pas de moyen d'aller signaler au procureur. Mais il y a quand même vraiment une notion d'emprise. L'emprise, pour vous expliquer, c'est comme si l'auteur fabriquait un mur peu à peu autour de la victime. En fait, il va peu à peu l'isoler et peu à peu l'empêcher de réfléchir par elle-même. Et donc, la situation va être un petit peu renversée, c'est qu'elle se croit plus capable de rien. Donc, là, le vade-mecum des médecins l'explique bien aussi. C'est est-ce qu'elle reçoit des propos dévalorisants, humiliants, dégradants? Est-ce qu'elle est sous surveillance permanente? Est-ce qu'elle est harcelée sexuellement? Est-ce qu'il y a des SMS régulièrement? Est-ce qu'elle peut disposer librement de son temps? Mais tout ça, c'est pour restreindre peu à peu son autonomie et sa liberté de penser. Il y a une stratégie vraiment de l'auteur pour l'isoler peu à peu et faire qu'elle n'arrive plus à réfléchir par elle-même. Et donc, elle se sent peu à peu déprimée, sans solution, et elle n'arrive pas à s'en sortir. Et puis, cette pression, elle peut se faire aussi de manière financière. Si elle n'a pas du tout de possibilité de faire ses dépenses elle-même, de gagner de l'argent elle-même, ou alors ça peut être aussi administratif si elle dépend de lui pour obtenir ses papiers. Il peut aussi exercer un contrôle sur ses vêtements, sur son maquillage, sur ses sorties. Donc là, la notion d'emprise, elle était assez forte pour cette patiente-là, mais il n'y avait pas de notion de danger. C'est intéressant de relire quand même ce cycle de la violence. Si on commence par en haut, donc on imagine que l'auteur c'est en bordeaux et la victime c'est en vert clair. De la part de l'auteur, peu à peu, il peut y avoir des excès colériques, des silences qui peuvent être un peu lourds, des intimidations, des menaces. Et la patiente, peu à peu, sent que ça monte, elle est anxieuse, elle est stressée, elle marche sur des œufs. Et elle va tout faire pour essayer de faire baisser la tension. Et puis, il peut y avoir passage à l'acte, une agression qui peut être assez forte, avec des coups, des insultes, ou une agression sexuelle. Et vous, c'est à ce moment-là, quand la victime vient vers vous, si elle vient vers vous, c'est à ce moment-là que vous pourriez éventuellement avoir une action sur elle et l'extirper de ce cycle-là. Parce que c'est à ce moment-là où elle ressent de la colère, de la honte et de la détresse. Et puis, l'auteur va revenir vers elle, et là, il va tordre la réalité. Et là, il va lui faire croire que, en fait, si elle faisait les choses bien, eh bien, ça ne se passerait pas comme ça. Mais en fait, comme elle ne fait pas bien les choses, eh bien, lui, il est obligé de redresser et de faire ce qu'il fait. Et puis, il va quand même aussi faire un petit effort, c'est-à-dire qu'il va lui dire que non, qu'il va s'améliorer, qu'il va consulter, que c'est vrai qu'il n'est pas toujours très tendre. Il va changer ses habitudes. Donc elle va quand même avoir de l'espoir à ce moment-là et se dire il veut du changement, il va changer ses habitudes. Et donc elle se remet avec lui et là il y a réconciliation. Et puis à nouveau des tensions remontent. Bon, Zeynep, vous l'avez perdue de vue, elle n'est pas tellement revenue aux consultations d'après. Et elle revient 2 ans plus tard enceinte. Et donc elle vous demande d'assurer le suivi de sa grossesse. Bien sûr, à un moment dans le suivi de la grossesse, vous allez la prendre à part pour lui demander un petit peu comment ça se passe à la maison. Et elle vous dit que non, ça va beaucoup mieux, qu'il a changé et qu'il n'y a pas de problème. Mais vous
vous entendez de sources sûres que si, il y a eu un gros problème, c'est que l'année dernière, ça a dérapé, il est vraiment allé trop loin, elle est allée à la police. Il y a eu un jugement et il a une mesure d'éloignement. En fait, il n'a pas le droit de les approcher, ça fait 1 an qu'il ne devrait pas les approcher, elle et les enfants. Ils sont sous ordonnance de protection aussi, donc il n'a plus l'autorité sur les enfants. Et, voilà, et ça court encore pendant 1 an. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Alors, est-ce que vous signalez au procureur ? Est-ce que vous signalez à la cellule de recueil d'informations préoccupantes pour les mineurs, la CRIP ? Ou est-ce que vous, la priorité, c'est quand même d'assurer le suivi de grossesse et vous ne voulez pas rompre ce lien de suivi de grossesse ? Voilà, c'est aussi ce que j'ai mis. En tout cas, c'est sûr que comme il y a des mineurs, il faut signaler à la CRIP. Et le signalement au procureur, il se discute. Nous, on est très sollicités par la police pour leur signaler quand les ordonnances de protection ne sont pas respectées. Mais ça, selon les équipes médicales, ça peut se discuter. En tout cas, les différentes mesures prises par la justice pour aider ces femmes, il y en a plusieurs. Elles peuvent avoir des places prioritaires dans les hébergements d'urgence, elles et leurs enfants. L'auteur peut avoir un bracelet anti-rapprochement et donc dès qu'il s'approche d'un périmètre d'évolution quotidienne de la victime, c'est signalé au commissariat. La patiente peut avoir un téléphone grand danger et donc dès qu'elle appuie sur le téléphone, c'est géolocalisé et donc une voiture de police peut débarquer rapidement. Et sinon, il peut y avoir des mesures d'éloignement, c'est-à-dire que le monsieur ne peut pas rentrer en contact avec la femme. Il peut être incarcéré. Pour les mineurs, il peut y avoir des ordonnances de protection. Et puis, la mesure d'accompagnement protégé, ça, c'est plus dans les partages d'enfants. Au moment de se partager l'enfant le week-end, on peut avoir une médiation pour ne pas rentrer en contact entre l'auteur et la victime. Mais en tout cas, c'est vrai que dès qu'il y a des enfants, il faut une grande vigilance parce qu'il y a un impact très fort des violences conjugales sur les enfants. Des enfants, ils ont besoin d'avoir une ambiance sécurisante autour d'eux pour après explorer le monde et développer leur esprit d'aventure et de développement. Et donc les violences conjugales, il y a vraiment un effet de retard psychomoteur sur les enfants. Et puis après, ça va être des enfants qui vont par mimétisme, par neurones de mémoire, être plus agressifs. Donc on les repère dans les cours de récréation, il y a plus d'agressivité, ils sont plus isolés, ils ont plus de mal à faire du lien. Il y a plus de dépression, plus de difficultés scolaires. Et puis, il ne faut pas oublier que tous les ans, il y a 20 enfants qui sont morts, qui sont victimes collatérales des violences conjugales. Donc c'est vrai que là, dans ces situations, on est obligé de signaler. Une autre situation, c'est Sylvie, elle a 45 ans. Et Sylvie, vous la connaissez, vous l'avez sûrement vue dans vos consultations. Elle est timide, elle est un petit peu lente, elle est isolée, elle a juste un studio dans la ZUP. À un moment, elle a été prise chez un fleuriste et puis finalement, ça n'a pas vraiment marché. Donc elle ne connaît pas beaucoup de monde. Vous la suivez, vous l'aviez fait une conisation et puis maintenant vous avez découvert une lésion vaginale, une VIN qui part pas, donc vous la voyez régulièrement. Et elle vous dit qu'elle a un compagnon qui vient occasionnellement, il ne s'annonce pas vraiment, il ne lui demande pas la permission, il vient comme ça. Et elle vous dit cette phrase-là, « J'ai pas envie, mais il me prend dans les bras, alors je résiste pas ». Elle n'a pas tellement envie que vous en parliez autour d'elle. Est-ce que vous signalez? Est-ce que vous l'adressez à une association d'aide aux victimes? Ou est-ce que vous la voyez dans un délai assez rapproché? Voilà. Tout à fait. On n'a pas du tout d'éléments pour signaler. Il n'y a pas de danger immédiat. Il n'y a pas d'emprise. Il y a peut-être une petite emprise, mais elle n'est pas en danger. Donc on va essayer doucement de l'amener vers une association de victimes. Pour ça, c'est quand même pas mal d'avoir sa petite
Musette pour avoir pas mal de contacts avec des associations. Nous, à Strasbourg, à Colmar, on a le CIDFF et la SFMR qui sont assez actives dans l'aide aux victimes de violences. L'association Appui aussi peut être aussi un acteur. Je crois qu'à Strasbourg, vous avez plus Solidarité Femmes. La PMI, dans le cadre de grossesse, va nous aider aussi. Et c'est pas mal aussi d'avoir en tête quelques numéros de téléphone ou quelques plateformes sur lesquelles elles vont pouvoir naviguer. Il y a un chat, on a des patientes qui sont très isolées, qui n'oseraient pas sortir de chez elles, qui n'oseraient pas se mobiliser pour aller voir des associations. Mais peut-être qu'en traînant un petit peu sur des sites, peut-être que sur des chats, à ce moment-là, elles seraient plus enclins à se faire aider. C'est la dernière situation, c'est Laura. Laura aussi, vous la connaissez, elle a 33 ans et elle vient pour une demande d'IVG. Elle vous dit des choses assez cash. Elle a 2 enfants placés, elle fume du cannabis, elle prend de l'alcool et elle a un petit ecchymose là sur le coin de l'œil et elle veut une IVG dans le secret de son conjoint. Mais elle, il ne faut pas l'embêter, hein. Elle ne veut pas d'aide. Vraiment, laissez-la tranquille, ça ne marche pas de toute façon tous vos trucs. Alors, Laura, est-ce que comme elle est enceinte et qu'il y a vraiment des traces de coups, est-ce que vous pensez qu'il faut signaler ? Ou est-ce que c'est une majeure responsable et donc elle peut décider d'elle-même si elle veut de l'aide ? Ou est-ce que vous lui donnez l'adresse d'association ? C'est délicat, elle ne vous a pas dit beaucoup de choses sur son contexte, on ne sait pas très bien l'emprise, on ne sait pas très bien où elle en est sur le côté emprise. Le danger, c'est sûr qu'il y a des traces de coups, donc probablement il y a un danger. Mais on n'en sait pas assez pour pouvoir lever le secret médical, à mon sens. En tout cas, c'est intéressant d'avoir quand même des protocoles dans les hôpitaux et de pouvoir naviguer comme ça entre si la patiente donne son accord pour un dépôt de plainte, il peut y avoir des liens avec le commissariat pour faire des dépôts de plainte simplifiés où la police vient directement dans les hôpitaux pour faire le dépôt de plainte. On peut prendre rendez-vous pour elle au commissariat ou à la gendarmerie. Si elle est d'accord, pas pour porter plainte, mais pour qu'on signale au procureur, on peut aussi le faire pour l'aider. Et puis, si on est complètement à gauche, c'est-à-dire à droite, refus de la victime au signalement, à ce moment-là, il va falloir qu'on estime est-ce qu'il y a des critères de danger et d'emprise. Dans ce cas, oui, on peut signaler. Et si c'est non, à ce moment-là, c'est quand même bien de pouvoir conserver des preuves. Donc éventuellement, pour Laura, il aurait fallu prendre en photo son ecchymose, bien décrire votre examen clinique, peut-être garder l'embryon au moment de l'aspiration, sachant que garder un embryon, ça signe qu'il y a eu rapport, mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu rapport forcé. Il y a maintenant une circulaire qui nous permet de garder les embryons pendant 3 ans avec l'accord de la victime. Donc on peut être plus enclin à garder maintenant les embryons. En tout cas, c'est intéressant d'avoir ces protocoles et éventuellement de revoir régulièrement ces protocoles avec les acteurs locaux, avec la police, pour voir si on est encore bien fluide. Donc j'espère que je vous ai convaincu que la sage-femme et le gynécologue avaient vraiment leur rôle dans le dépistage des violences. Il faut essayer de poser la question de manière assez systématique. Il faut avoir ces questions clés. Comment ça se passe à la maison ? Qu'est-ce qui se passe quand votre compagnon se met en colère ? L'idée des auto-questionnaires en salle d'attente, apparemment, il y aurait 10 fois plus de patientes qui ouvriraient leur cœur et qui cocheraient la case oui quand elles ne sont pas les yeux dans les yeux, mais qu'elles sont face à leur questionnaire. Et puis, s'il y a des symptômes, avoir une petite phrase clé aussi. Je connais des patientes qui, avec les problèmes comme les vôtres, connaissent des difficultés à la maison. Parfois, ce type de douleurs peuvent être liées au stress. En tout cas, les signes d'alerte pour le soignant, évidemment, ça va être les hématomes, les brûlures, les strangulations, mais aussi quand il y a des retards de suivi de grossesse ou des consultations qui ne sont pas honorées, ou à l'inverse, un conjoint qui est toujours présent aux consultations, qu'on a envie d'écarter, mais on n'y arrive pas parce qu'il colle. Quand on a une patiente qui vient pour des douleurs inexpliquées, avec des consultations fréquentes, des dyspareunies.
la révélation d'une information à une autorité, voilà, n'est pas obligatoire. C'est ça qui est subtil. C'est pas obligatoire, c'est autorisé. Et là, c'est à vous d'évaluer un tout petit peu comment vous vous positionnez de manière professionnelle. C'est un choix éthique de votre part de vous dire est-ce que vous levez le secret médical, vous diminuez peut-être la confiance pendant un temps avec cette patiente, mais peut-être que vous allez la sauver d'une situation très difficile. Bien sûr, quand il révèle un secret, le professionnel doit agir de bonne foi. Bon, il ne peut pas le faire pour des raisons de volonté de nuire à une famille ou de vouloir s'opposer à sa hiérarchie. Donc les gynécologues peuvent sauver des vies, il faut se former, il faut dépister, il faut se questionner en équipe, donc avoir des staffs de vulnérabilité, avoir des procédures, des référents à l'hôpital, et puis bien connaître son réseau local et orienter. Merci beaucoup. Si vous voulez aller plus loin, voilà des références. Peut-être on garde les questions pour tout à l'heure et j'invite maintenant Nadine qui va nous parler de lits de répit aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et de leur protocole aux US. Je vous ai mon diaporama, je t'ai envoyé.